Bon, on vient de sortir là du fitness park. Donc du coup, là on va faire un petit bilan parce que là ça a été ma première séance d'haltérophilie. Et du coup, donc voilà ce que j'en ai pensé vraiment. C'est déjà, par exemple, j'arrive à faire du squat à 140 kg, des séries de 8. J'arrive quand même voilà, à mettre assez lourd sur tous les exercices polyarticulaires entre guillemets. Mais là, dès que je suis arrivé avec la barre, bah, du coup, ça a été barre à vide, 20 kg, ouais, et 60 kg maximum. Ouais. Et à chaque fois, j'avais peur que mon épaule parte parce qu'en fait, j'avais beaucoup vu aussi des vidéos sur Facebook, par exemple, où il y a les mecs qui partaient en couille avec la barre. Donc du coup, bon, beaucoup d'appréhension. Et c'est ultra technique. Et dès les premières séances de chauffe, je sentais déjà mes lombaires qui brûlaient parce que c'est pas du tout la même manière de travailler. Donc ouais, et puis surtout aussi, moi, le gros truc qui m'a choqué, c'est quand, tu sais, le grand mouvement où l'arraché, ouais, un peu, enfin, j'ai réussi un peu après, mais impossible sur les premières de faire du squat avec en arraché, impossible. Et là, en fait, Sergio m'a expliqué, je suis beaucoup trop, comment dire, pas tendu, mais j'ai pas aucune souplesse. Ouais, t'es verrouillé, tes articulations sont verrouillées, et avec ta masse musculaire, bah, ça embellit pas le truc. Donc ouais, donc toi, au final de ce que je vois, c'est que l'haltérophilie peut vachement aider en musculation. Et moi, je vais essayer au moins une fois par semaine maintenant de me faire une séance haltéro parce que ça travaille vraiment de ouf. Là, j'ai mes épaules, elles sont en mode chien, j'en peux plus. Donc qu'est-ce que les conseils que tu donnes pour quelqu'un qui veut commencer, voilà, à mettre un programme d'haltéro dans de la musculation? Alors tout d'abord, en fait, faut savoir que moi c'est ma vision des choses et je pars du principe qu'en fait, utiliser l'haltérophilie, utiliser le powerlifting, donc tout ce qui est squat, développé couché, soulevé de terre, et utiliser les exercices basiques d'hypertrophie ou de congestion musculaire que pourrait faire un bodybuilder, te permet en fait d'avoir un physique complet, équilibré, et je pense, au niveau de la densité musculaire, tu auras une bonne qualité musculaire. Et en fait, du coup, l'haltérophilie, si vous regardez bien, tout ce qui est bas du corps, ça le développe au maximum. Parce que finalement, c'est une flexion de jambes. On se retrouve à faire tout le temps des flexions de jambes. Tout le temps, tout le temps des squats. Voilà. Ensuite, la deuxième partie, c'est au niveau du haut du corps. On va énormément chauffer les lombaires et on va énormément chauffer aussi tout ce qui est deltoïde et le haut du dos. Tout ce qui est zone rhomboïde et trapèze. Donc toute cette partie-là, en fait, on va se retrouver avec une silhouette, si vraiment on part du principe le weightlifter de base, bas du corps développé au maximum, donc j'appelle ça un bas du corps de centaure, et ensuite épaules larges et bien développées. Donc si à ça, tu rajoutes par exemple un travail de bodybuilder, où tu vas aller chercher la sensation, tu vas travailler l'hypertrophie, et si tu rajoutes un travail de powerlifter, bah, du squat, tout le monde en fait. Du développé couché, beaucoup de personnes en fait. Ouais, du soulevé de terre, tout le monde en fait. Soulevé de terre, il y a beaucoup plus de mecs qui zappent ça maintenant. Du coup, voilà, tu te retrouves en fait finalement à te faire un truc complet et équilibré. Parce que le truc, c'est que qu'est-ce que tu peux, tu vois, il y a beaucoup de mecs comme moi, entre guillemets, qui sont un peu bourrins dans leur tête, qui vont juste mettre du lourd, qui sont à fond muscu, par exemple, qui vont pas faire de cardio, qui vont pas faire d'explosivité, qui vont juste travailler juste la masse musculaire. Et au final, la dernière fois j'ai fait une vidéo avec un pote justement sur la boxe et je me suis rendu compte déjà premièrement que j'avais pas de cardio. Là au final je fais l'haltéro avec Sergio et au final je me rends compte pareil, pas de cardio. Dès les premières séances je transpire comme un poney parce que je suis claqué. Et voilà, qu'est-ce que tu peux conseiller à un mec justement comme moi qui fait que du lourd ou de la muscu en mode bourrin, que de la muscu en mode bourrin, parce qu'il y en a qui font aussi intelligemment de la muscu, mais moi bon, honnêtement je le fais qu'en mode bourrin, je le fais. Enfin, si je fais pas des perfs, mentalement j'ai un peu de mal. Donc, et du coup, je me suis rendu compte que je suis grave raide, je suis pas souple, et l'explosivité elle est moyenne quoi. Donc, justement, aux mecs comme ça qui sont raides, qui sont pas souples et tout, qui veulent se mettre un peu là-dedans, voilà, qu'est-ce que tu leur conseilles comme mouvement en fait pour commencer? Bah déjà, il y a un travail de souplesse à faire à la maison, étirement. C'est tout bête, mais voilà, tu fais tes étirements tous les soirs avant de t'endormir, par exemple. En plus, ça détend, ça relaxe. Tu fais ça. Et après, il faut intégrer des exercices de musculation très spécifiques. Parce qu'en fait, l'haltérophilie, on pourrait croire qu'on fait que de l'arraché ou de l'épaulé jeté. Mais une préparation physique d'haltérophilie, c'est pas ça en fait. Si vous voyez les haltérophiles de haut niveau, je prends l'exemple des Chinois, qui sont les meilleurs sur le marché. C'est pas les Américains? Non, c'est les Chinois. C'est les Chinois. Et donc en fait, ils se contentent de faire une fois par semaine le mouvement au complet. Voilà.
et ensuite toute la semaine, il décompose le mouvement et en fait ça fait des exercices de musculation semi-techniques. Tu vois, par exemple, tu as la première phase, c'est un tirage ou un deadlift. Bah voilà, il y a des gars, ils travaillent ça, ils travaillent tout simplement ça. Ils vont faire par exemple 5 x 5, la première phase du mouvement, tout simplement. Et ça va te permettre, en évoluant dans ces charges-là, ça va te permettre de développer ton physique esthétiquement parlant. Et ça va aussi te permettre de te faciliter le mouvement au complet. Tu vois. Et donc c'est là où en fait on se construit un physique. C'est en faisant tous ces exercices accessoires que fait un haltérophile pour pouvoir justement bien faire un arraché, un épaulé jeté. Et toi, comment t'es arrivé là-dedans dans l'haltérophilie? Bah en fait moi à la base je faisais à l'âge de 20 ans, j'étais pas branché sport, je faisais pas beaucoup de sport, je faisais que un peu de sport de combat comme ça pour le plaisir. Et je suis arrivé comme ça dans une salle d'haltéro et je leur ai dit j'aimerais bien devenir plus fort à la boxe. Et le gars me dit fais de l'haltérophilie. Pour la boxe? Ouais. Ouais, en fait, les boxeurs, ils travaillent énormément l'épaulé jeté. Parce qu'en fait, tu vois, ça travaille ton explosivité. Et du coup, tu peux enchaîner les coups beaucoup plus rapidement, tu vois. Et ça te donne aussi une coordination que tu retrouves vrai que dans la boxe, lors des placements. Tu vois, en fait, l'haltérophilie, c'est un sport de base que toutes les disciplines pratiquent. Si vous regardez dans n'importe quel sport, les gars, ils font de l'arraché ou de l'épaulé jeté ou tout simplement du jeté. Voilà, c'est un exercice de base. Et le gars il m'a dit vas-y fais ça, tu seras plus fort. Ok, j'ai teste. Et C'était comment les débuts? Bah en fait, le gars il a pété un câble parce qu'il m'a dit putain tu le fais bien, t'es souple, t'es fort. Et en fait j'ai une morphologie qui est bien adaptée à ce genre de sport là. Et du coup bah, j'ai commencé à en faire un petit peu, j'ai tellement kiffé, j'ai vu mon physique se transformer. Je me suis construit une base physique ultra solide avec ça. Et après, bah, je suis parti. J'ai fait que ça et j'ai arrêté. Après, ouais, il y a un moment donné, tu avais arrêté, tu t'es construit uniquement sur... voilà, après, je me suis mis dans la muscu. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, bah, je voulais changer un peu d'air. J'étais vraiment trop focus haltérophilie. J'avais des idées, des projets dans l'haltérophilie, etc. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, bah, quand tu veux faire du haut niveau, tu es obligé complètement de changer ton mode de vie. Et le mode de vie d'un haut niveau ne correspondait pas du tout à ce que je voulais en fait. Et donc je me suis mis à faire de la muscu comme ça, je me suis spécialisé bodybuilding. Et après tu es revenu. Après, voilà, et là maintenant je fais tout en fait. Maintenant j'ai déjà atteint un potentiel physique qui me satisfait. Et donc l'année dernière après si tu avais fait Colmar, il me semble. Donc ouais, j'ai fait Colmar pour le plaisir, pour test. J'ai fait Colmar 2015 en bodybuilding, en slip. J'ai fait Colmar 2016 en men's physique mais j'avais foiré ma prépa donc... Voilà. Ouais. Et là, après, on peut le retrouver parce que tu avais mis des vlogs justement sur ta chaîne. Ouais, sur ma chaîne YouTube, vous avez les vidéos et tout, vous pouvez regarder. Et après aussi, toi, tu es plutôt spécial parce que tu n'as pas la même diète que les autres, je crois aussi. Parce que nombre de fois, on avait parlé, c'est que la diète de base, c'est quoi? C'est manger toutes les 3 heures, machin. Et toi, tu fais pas ça, toi? En fait, manger très souvent, ça c'est le bodybuilding à l'ancienne, Arnold Schwarzenegger, etc. Ou même Ronnie Coleman dans ses vidéos d'entraînement qui nous ont mis ça en tête. Tu vois. Mais le problème c'est qu'en fait pour un gars de ce niveau-là physique, il est obligé de manger très souvent en vue de sa supplémentation chimique, il est obligé. Tandis que quelqu'un qui ne prend rien, bah, en mangeant à sa faim, enfin quand il a faim, ça suffit largement. Ça sert à rien de se blinder en fait le bide toutes les 2 ou 3 heures. Ouais. En fait ce qui compte c'est le total calorique sur ta journée. Ça n'a aucun impact si tu manges toutes les 3 heures ou toutes les heures. Ouais. Ou si tu fais un excès de protéines, tu vas pas devenir plus balèze. En fait il faut juste calculer... C'est même mauvais pour les reins. Non, ça va, non, franchement, il n'y a pas de souci. Ça aussi, tu vois, c'est une autre histoire. Mais en fait, en gros, il faut se construire juste sa base calorique. Tu prends sur Internet, tu vas, tu tapes métabolisme de base, tu te fais ton calcul par rapport à ton poids de corps ou à ton objectif. Et à partir de là, tu te fais à peu près, moi je fais comme ça, tu multiplies par 2 tes protes par rapport à ton poids de corps, tu multiplies par 1 tes lipides, c'est la base. Hein. Et après, tout le reste, tu le fous en glucides. Et du coup, ça te donne une base calorique que tu respectes tout simplement tous les jours. Et voilà, si tu manges en hypercalorie, donc plus de calories que tu consommes, bah, tu vas prendre du poids. Et si tu manges en hypocalorie, bah, forcément tu vas perdre du poids, tu vas sécher. Donc à toi d'avoir un juste milieu, trouver les calories, le maintien. Et voilà, et si tu as envie d'être en forme et faire de la viande comme on dit, voilà, tu manges 200 cales, voire 500 cales au-dessus de tes calories de maintien.
Et voilà, tu vas rester relativement propre. Et tu n'auras pas une prise de fat excessive. Après, c'est bien pour toi parce que comme tu combines haltéro plus muscu, tu fais vraiment des fois des entraînements super longs, tu vois. Du coup, au final, je vois avec l'haltéro là qu'on vient de faire, la séance, tu dois cramer de ouf pendant ta séance. C'est ça l'avantage, c'est qu'en fait, moi je pars du principe que en fait, tu as deux possibilités. Soit tu veux être en forme physique, relativement sec, qu'on voit un peu tes abdos et tout. Du coup, tu vas tout le temps être en hypocalorie. Et c'est chaud. Au niveau de ta journée de travail, tu vas galérer. Socialement, tu vas galérer. Aussi, psychologiquement, tu vas galérer et tout. Ok. Deuxième option, tu manges en calories de maintien ou légèrement au-dessus. Mais par contre, le training, voilà, le training, tu vas rechercher à faire de la dépense calorique. Les mouvements, le squat par exemple, le squat, ça a été testé, ça te crame environ 10 calories par minute. Sachant, c'est énorme. Par exemple, tu te fais là la séance qu'on a fait. Finalement, moi c'était une séance découverte. Ouais, moi j'ai pas fait un vrai entraînement, c'est une séance découverte parce que quand tu filmes une séance, tu es obligé de mettre des temps de pause, de capturer les plans, de faire ci. J'ai pas fait une vraie séance d'entraînement, j'ai fait une séance découverte avec beaucoup de temps de repos et pourtant comme c'était nouveau, ça m'a complètement explosé. Donc c'est encore, on peut pas dire que j'ai fait un vrai entraînement d'haltéro, j'ai fait vraiment un truc de découverte seulement. Parce que regarde, en haltéro, tu te retrouves à faire pratiquement des flexions de jambes tout le temps. Et en plus de ça, tu rajoutes des tirages. Ok, donc ça fait une double dépense calorique. Et donc, tu te fais une séance d'haltéro, tu peux très vite facilement cramer du 1000-1500 calories. Et c'est beaucoup plus efficace qu'un cardio cadence modérée sur une machine. Et ça va en corrélation avec ton développement musculaire. Donc voilà, tu manges bien comme il faut. Par contre, derrière, tu envoies des exercices métaboliques, on appelle ça. C'est des exercices qui consomment beaucoup de calories et comme ça tu te maintiens en forme. Ouais, après il y avait autre chose, c'est qu'aussi toi, je me souviens sur une de tes vidéos, tu avais critiqué la clique des Américains, genre les Jeff Said, tout ça, parce que apparemment ils font ce qu'on appelle des vidéos porn food, entre guillemets. Ce gars, ils disent qu'ils sont, premièrement qu'ils sont natis et qui respectent ce qu'on appelle la flexible diet, c'est ça, alors que les mecs à chaque fois ils postent des photos Instagram, tu les vois au McDo, et qu'est-ce que tu en penses de ça justement? En fait, ce qui se passe, leur niveau physique, à mon avis, ils tournent à la GH. Moi, je sais pas, je m'y connais pas trop, mais à mon avis, ils tournent. Quelque chose en tout cas. Ils prennent des anabolisants qui sont bien puissants, et du coup, ils ont une dépense calorique supérieure à la normale, en fait. Leur cœur bat beaucoup plus vite. Du coup, en fait, ils peuvent se permettre de faire des explosions caloriques comme ça, parce que finalement, un McDo, tu te prends un truc de base, ça te fait 1500 cales. Même après, s'ils sont sous clambu, déjà, ils vont cramer énormément. Par exemple, ouais. Du coup, les gars, oh, il y a un petit chat. Salut, toi. Hey. Tiens, tu peux filmer ça? Ouais. Hey, salut, toi, petit chat. Non, Sergio, il en kiffe sur un chat, là. Ouais. Et du coup, les gars, en fait, ils peuvent se permettre de faire des explosions caloriques comme ça. Ça va pas impacter leur physique parce qu'ils ont un métabolisme qui est tellement puissant grâce à la chimie qu'ils prennent que voilà, ils nous vendent du rêve en fait. Ils nous font croire que on peut être sec en faisant des explosions caloriques comme ça. Mais non, tu peux pas. Et en plus, sur ce qui dégage, la qualité de leurs aliments. Enfin non. En fait, sur ce qui dégage, ils s'en foutent complètement des micronutriments. Et ça, c'est super intéressant, les micronutriments, parce que c'est ce qui va permettre à ton corps de bien fonctionner. C'est quoi des micronutriments? Par exemple, tout ce qui est vitamines. Toutes les vitamines, la qualité. Par exemple, je te donne un exemple. Si tu te bouffes un Snickers, ok, c'est des glucides, c'est du sucre. Ouais, mais la qualité des trucs, c'est de la merde. Voilà, en fait, dedans, ils t'apportent rien aux micronutriments. Si par exemple, tu manges du brocoli, ça va t'apporter pas mal de nutriments, mais comme c'est de l'industriel aussi, il y a des fois, même avec ça, déjà tu perds déjà un bout de ta qualité de ta bouffe. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, si tu as envie de te faire un physique très puissant, être en bonne santé, avoir grave de l'énergie pour t'entraîner, avoir une belle qualité de peau et tout, tu dois te concentrer certes sur les calories, mais aussi sur la micronutrition, en gros sur la qualité des calories que tu prends. Par exemple, si tu as envie d'optimiser, c'est sûr que tu vas pas te péter un Snickers comme source de glucides, mais tu vas plutôt chercher à te péter des sources de glucides qui t'apportent des trucs intéressants derrière. Et à part le riz, les pâtes et tout, t'as quoi? Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui... il y en a plein, il y a patates douces, il y a plein de délires, Après, il faut juste se renseigner un peu, tu vois, mais genre... En gros, en fait, si tu veux, l'idée de juste contrôler tes calories, ça te permet de ne pas avoir de frustration. Ça veut dire que si par exemple tu as envie de te péter un Snickers,
ben, tu rentres ton sneakers dans ton total calorique et ça va pas impacter ton poids. Ça peut juste impacter un peu de la rétention d'eau et tout parce qu'il y a grave du sucre là-dedans et même du sel, mais sinon en soi-même ça va pas niquer ton objectif, enfin ça va pas nuire à ton objectif de prise de perte de poids. Pardon. Ouais. Et donc après là on va reparler de l'haltéro. Donc du coup si moi je veux un peu mettre ça dans mon programme, tu vois, est-ce que faut que j'enlève par exemple une de mes séances muscu dans la semaine que je remplace par l'haltéro par exemple? Moi je m'entraîne généralement du lundi au vendredi. Et est-ce que pour commencer je peux en mettre une le samedi ou il faut que j'enlève une de mes séances muscu? Ben, il faut savoir qu'en fait l'haltéro tu vas être sur de la force, donc système nerveux. Donc ça veut dire que admettons ta routine, début de semaine tu décides de faire du lourd, des charges lourdes, squat, des exercices polyarticulaires lourds. Bah ce serait bien dans ce cas-là de récup fin de semaine et vraiment le week-end tu places une séance d'haltéro parce que tu vas encore retomber sur du système nerveux. Et donc il faut le préserver pour être en forme parce que sinon tu vas pas faire grand chose dans le training haltéro. Donc moi ce que je te conseille c'est quand tu décides de faire le bas du corps, bah t'introduis de l'haltéro et après tu finis ta séance bas du corps en faisant des exercices accessoires. Destruction des cuisses, enfin du bas du corps tu vois. D'accord. Et par exemple pour le haut parce que voilà quand on a fait le truc à un moment donné quand tu fais en haut c'est le jeté, ouais. Ça travaille vachement les épaules, donc est-ce que ça tu peux l'inclure dans ta séance d'épaule par exemple? Bah moi ce que je fais par exemple c'est que quand je fais de l'arraché, donc de l'arraché, t'as bien vu le mouvement, le mouvement tu le fais d'une seule fois, bah je place plutôt sur mes séances bas du corps. D'accord, même, ok. Et après je dissocie, après je fais de l'épaulé, que de l'épaulé, pareil, séance bas du corps. Et après tout ce qui est jeté, tout ce qui est par exemple à l'arraché, on travaille aussi, tu peux travailler la phase chute d'arraché, tu vois. Enfin tout ce qui sollicite mes deltoïdes, je vais plutôt le placer sur des séances haut du corps. Parce que par exemple, moi j'ai un problème, par exemple, imaginons, enfin, lundi je fais épaule, biceps, triceps, mardi je fais pec dos, mercredi cuisse et après je refais. Donc par exemple, si je tape le mercredi un peu d'arraché et tout, au final le lendemain je vais faire les épaules, donc c'est pas grave ou... Non, c'est pas grave parce que tu les fais pas de la même manière. En fait, ce qui est traumatisant pour ton corps, c'est de faire tout le temps la même chose à la même intensité, exactement la même chose. Au bout d'un moment, ton corps, en fait, il va se verrouiller, il va dire hey, putain, arrête, tu vois. Tandis que si tu lui fais des trucs, tu lui fais faire des mouvements différents, tu lui fais faire de l'intensité, voilà, différente. Bah, en fait, tu seras dans de la récupération active. Et il n'y aura pas d'impact en fait. D'accord. Sur ton muscle, il n'y aura pas de. Ce sera pas contre-productif. Donc du coup le lendemain si je fais les épaules, par contre là je placerai pas de trucs polyarticulaires. Tu peux envoyer tout ce qui est élévation. Ouais, voilà. Parce que finalement tu te rends compte que haltéro c'est du poussé. Ok. Donc sachant que les épaules c'est très intéressant de les travailler de ces deux manières-là. De faire tout ce qui est un travail d'élévation. Ok. Et tout ce qui est un travail de poussé. Tu vois, après tu choisis l'angle que tu veux en fonction de ce que tu veux cibler. Mais en gros voilà, comme ça te fait une séance deltoïde poussée et une séance deltoïde élévation. D'accord. Voilà. Après moi ce truc c'est que moi perso j'aurais jamais commencé une séance d'haltéro tout seul, tu vois. Je suis obligé d'être accompagné par quelqu'un qui me donne des... Le problème c'est que par exemple je pense qu'il y a beaucoup de mecs comme ça qui vont vouloir tester et qui vont soit se niquer parce qu'ils auront personne avec eux pour les entraîner ou pour les sécuriser surtout, pour leur expliquer comment faire. Parce que voilà, c'est vraiment mental, c'est parce que là, nous dans la salle de tête, tu avais les tapis qui étaient pas loin derrière. Si tu faisais un mouvement en avant, en arrière, tu risquais très vite de te blesser, tu vois. Donc tu peux blesser les autres personnes. Oui, aussi. Donc c'est assez dangereux. Donc du coup, moi je pense si vous voulez tester l'haltéro, faites-le avec quelqu'un. Par exemple, Sergio, c'est un très bon coach, il m'a bien montré. Donc faites-le quand même avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment pour qu'il vous montre les bases. Et le truc c'est que moi, ce qui me fait chier, c'est que moi à ma salle, j'ai pas de mecs qui pourront être avec moi comme Sergio. Et donc du coup, je vais être dans la merde. Donc si je veux progresser, je vais être obligé soit de revenir avec lui, ou alors trouver un mec qui s'y connaît. Ou alors te trouver une salle d'haltéro. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, l'haltérophilie en France, c'est une association. La fédération, c'est une association. Donc en fait, il y a beaucoup de salles d'haltéro, un peu éparpillées dans la France. Et ça coûte pas cher en fait, c'est 150 € l'année par exemple si tu fais de la compète. 150, ah ouais, donc c'est comme le foot, un truc comme ça, tu t'inscris, c'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher. C'est pour ça qu'il y a pas mal de crossfitters qui payent un double abo. Ils payent leur abonnement dans les salles crossfit et ils se payent un petit abonnement dans les salles pure haltéro, comme ça ils apprennent bien comme il faut la technique. Ouais, mais justement après c'est que au final de ce que je vois, de ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que le crossfit, j'ai l'impression que c'est un peu un dérivé
de l'haltéro. En fait, le CrossFit, c'est un condensé, c'est un projet marketing, en fait, si tu veux, qui a fusionné le cross-training. C'est quelque chose qui existe depuis tout le temps. Ouais. Le fait de combiner 2-3 exercices, ça te fait un circuit training. Et tu le fais ça dans la nature, dehors, avec des pierres, etc. Bim, ça devient du cross-training. Ensuite, ils ont fusionné avec de la gymnastique. Ils ont fusionné avec tout ce qui est bodybuilding, musculation. Il y a des exercices, c'est clairement de la musculation. Et c'est juste que eux, ils l'exécutent d'une manière différente pour pouvoir en fait enchaîner les répétitions. Par exemple, les tractions de crossfitters, ils exécutent une certaine technique pour pouvoir faire des tractions très rapidement. Parce que c'est très difficile d'enchaîner des tractions, c'est un mouvement polyarticulaire. C'est difficile de l'enchaîner super rapidement dans un temps imparti. Ouais. Il n'y a que vraiment les pros du street workout qui font ça. Après, ils se préparent aussi généralement beaucoup pour les CrossFit Games aussi. C'est pour ça, à chaque fois, je vois, c'est ça, là, je vais rebondir aussi sur l'haltéro, machin, parce que quand je vois les CrossFit Games, je vois les mecs, ils sont à fond au niveau de. Tu sais, ils sont tendus un max, donc du coup, enfin, je pense que t'as les mêmes blessures au CrossFit que l'haltéro, en fait, l'histoire des blessures, c'est un grand problème marketing, médiatique, de compréhension. Parce qu'en fait, regarde, si tu regardes bien, là, tout ce qu'on a fait là, par exemple, tu vois ton mouvement, comment tu l'as exécuté et tout, tu l'as fait. Très vite me blesser, je pense. Non. En fait, tu l'as fait de telle manière, tu l'as fait d'une manière naturelle. C'est-à-dire que ton corps, automatiquement, tu lui as fait passer l'information, la flexion de jambe, je la fais comme ça, je verrouille à ce niveau-là. Ça veut dire que naturellement, tu es capable de faire ça sans problème. Ok ? Et plus tu vas t'entraîner, en fait, plus ton corps va s'habituer à la charge que tu vas lui imposer. Ok ? Qu'est-ce qui se passe dans le haut niveau ? Parce qu'une fois de plus, les blessures viennent du haut niveau. C'est juste que les gars se retrouvent à travailler sur des charges des charges x2 par rapport à leur poids de corps, même x3. C'est des charges qui sont pas accessibles de manière naturelle. Du coup, les gars, on en revient au même problème. Quelqu'un, par exemple, qui est sous chimie, il va se retrouver à soulever une charge de malade. Avec une bien meilleure récupération aussi. Voilà. Et après, quand il va arrêter, par exemple, sa cure, c'est là où il y aura un retour de flamme. Que je vois beaucoup de professionnels et tout qui se blessent, genoux, tac. Mais eux, c'est des saisons. Les saisons, hors saison, ils s'en battent les couilles. Et quand ils sont en préparation, là, par contre, c'est des monstres, les mecs. Mais je pense que ça joue énormément, ça, en fait. Parce que les gars, ils se retrouvent à soulever des charges que physiologiquement, naturellement, ils peuvent pas soulever. Et du coup, le corps, ça lui fout un choc aux tendons, aux articulations, etc. Et bim, c'est là où il y a les ça, justement, c'est quoi les blessures les plus fréquentes en haltérophilie, justement? Genoux, tu te défonces les genoux et tu te défonces les... c'est les coups d'épaule. Pour moi, les coups d'épaule. Après, c'est comme tu dis, vu que c'est naturel. Moi, le squat, vu que j'en fais beaucoup à la salle, je me vois pas du tout me baiser les genoux à cause du squat. Tu vois, mes parents, je me vois plus, par exemple, pour le jeter, pour l'épauler, pardon, là, je me vois plus me démettre l'épaule ou quand je suis comme ça à fond, le coude, tu vois. Mais par contre, c'est vrai qu'au final, quand tu es habitué à faire un mouvement, au final, tu ne te vois pas te blesser dans ce mouvement-là, vu que tu le maîtrises. Bah oui, c'est ça. Mais parce que l'autre partie des gens qui se blessent, c'est les gens qui font n'importe quoi, en fait. Parce que ça, c'est dans n'importe quel secteur d'activité. Je sais pas, admettons, t'es taxi. Tu roules n'importe comment, t'as un accident. Si, je sais pas, t'es facteur en vélo, c'est pareil. Tu te casses la gueule si tu roules pas comme il faut. C'est pour ça que c'est important au final de mettre l'ego de côté. Parce que moi, là, je l'ai mis l'ego de côté, mais franchement, normalement, au squat, je suis à 140. Là, quand j'avais l'épaulé pour refaire du squat machin, j'avais 60 kilos, je galérais à descendre, c'était un truc de ouf. Donc c'est vrai, l'ego, mettez-le de côté et travaillez, comme tu dis, toi, c'est la qualité au-dessus de la quantité. C'est comme faire du vélo, par exemple. Admettons, tu sais pas faire de vélo. Tu prends ton vélo, tu vas pas t'amuser à faire des galipettes de partout. Tu vas d'abord apprendre à rouler, ton équilibre, synchronisation des pieds. Tu vas d'abord apprendre à faire ça avant de faire du vélo. La muscu, c'est exactement la même chose. Focalise-toi d'abord sur l'exécution des mouvements, sur la technique, et seulement après, tu pourras mettre la charge. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils arrivent, ils se focalisent sur la charge et ils font n'importe quoi. Donc d'une part, ils ont du mal à recruter les muscles qui ciblent, les muscles qui veulent travailler. Du coup, ça veut dire que l'évolution musculaire, elle est naze. Et ensuite, ils risquent de se blesser s'ils font n'importe quoi. Et toi, tu t'es déjà blessé toi en haltéro? Non, j'ai juste eu des petites tendinites, mais ça arrive à tout le monde. Il suffit que tu sois fatigué, mais que tu le saches pas. Admettons, t'as pas suffisamment dormi,
t'as pas suffisamment récupéré, mais tu sens que tu es en forme, tu prends un peu de caféine, etc., t'es excité, tu t'entraînes, le lendemain, bim, en fait, tu te rends compte que voilà, t'es en manque de récup. Et j'ai eu des tendinites à cause de ça. Mais si tu arrives à bien gérer tes heures de sommeil, ta récup et tout, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Et après, juste pour finir, montre-moi juste ton truc. Donc c'est quoi ton truc là? C'est donc SLF pour Sergio Lopez Fitness. Lift and chill. Donc ça veut dire quoi ça? Bah en fait moi, vous verrez dans mes réseaux sociaux, mon délire c'est va à la salle. Je vais mettre dans la description tous les réseaux de Sergio, comme ça vous pourrez voir. Moi en gros mon style de vie c'est je vais à la salle, je soulève, je lift d'une manière intelligente, je kiffe. Et puis c'est tout, je me prends pas la tête. Je suis pas là à parler d'ego ou à me faire des selfies salle de bain, à me montrer que mon physique, etc. C'est vrai que je t'ai jamais vu poster une photo torse nu, toi. Ouais, je suis vraiment dans un style de vie où soulève et kiffe, c'est tout. Et après les résultats viennent, c'est sûr. Si tu fais bien les choses, les résultats viennent. Mais en gros c'est ça, c'est lift, je combine l'haltérophilie, la force athlétique, la musculation pure et dure, bodybuilding. Toi ton kiff c'est à l'ancienne. Voilà, et je suis un grand fan du old school, des physiques old school. Vous prenez les premiers physiques, 1930, 1940, c'est les premières bases, les premières fondations. Après, si on part dans les années 70, Schwarzenegger, etc., ça nous vend du rêve. Mais voilà, la base des bases, c'est là où un peu tu peux te faire une idée de comment s'entraîner et comment faire les choses. Et par exemple, les nouveaux, genre les nouveaux entre guillemets, genre Jay Cutler, Ronnie Coleman, même après, je connais plus trop les noms là, des récents, mais après pour toi, eux, ils sont trop pour toi, je crois. En fait, moi je pars du principe que dans ce style de vie-là, faire de la muscu, faire attention à ton alimentation, contrôler, structurer ton alimentation, t'intéresser un peu à ta santé, faire de l'exercice physique, n'importe lequel, développer ton physique, te fixer un objectif, l'atteindre, etc. Tout ce truc-là, en fait, doit te permettre de vivre mieux, et qui dit vivre mieux, dit tout simplement être bien dans ses fringues. Et comme tu dis, c'est lift and chill. Ouais, c'est ça, t'es là, tu soulèves, tu kiffes. Et le problème, c'est qu'à ce niveau-là, physique, les mecs, ils se retrouvent dans l'incapacité de se gratter le dos même. Même des fois, je me demande quand ils sont aux toilettes en train de chier, comment ils font pour s'essuyer le trou de balle. C'est pas possible. Est-ce qu'ils ont un trépied pour, tu vois? Je sais pas. Je me suis posé la question l'autre jour. Et donc à ce niveau-là, tu peux plus rien faire en fait. T'es esclave de ton physique. Et moi c'est l'inverse en fait. C'est le physique qui doit s'adapter à ton style de vie et tu dois pas te fixer comme ça des barrières parce qu'après finalement tu kiffes plus ta vie. Et t'as fait des compètes aussi en haltéro toi? Ouais, j'ai fait des compètes. Dans mes débuts, j'étais en catégorie 69 kg parce que moi je suis un poids léger. J'avais fait champion d'Île-de-France. Et même récemment aussi, tu avais posté des trucs. Ouais, en fait là récemment je me suis plutôt basé sur les compétitions par équipe. J'étais avec une équipe, voilà. Et compétition individuelle j'ai pas fait encore parce que il faut que j'arrive vraiment à trouver ma catégorie de poids. Parce qu'avec la muscu là du coup je me suis forgé un physique. Du coup tu es forcément plus lourd parce qu'il y a tous mes muscles sont développés. Faut que tu trouves ta bonne parce qu'un haltérophile pur et dur, il a pas de pec. Il a pas de pec, il a pas de biceps. Il a que un bas du corps et des épaules. Donc finalement moi sur la balance je suis plus lourd qu'un haltérophile de base. Donc une fois que j'aurai bien trouvé mon équilibre, ma catégorie et tout, je vais faire de la compète solo. Mais là pour l'instant je fais que par équipe. Et notre équipe et mon club, le SCN Neuilly, Sporting Club de Neuilly, c'est le 3e meilleur club de France. On a fait 3e cette année. Donc dans ma salle il y a des gars qui ont un niveau de ouf. Et c'est pas trop reconnu. J'ai grave appris grâce à ces mecs-là dans ma salle au début. Mais c'est pas ultra reconnu en France. C'est pas médiatisé en fait. En fait, voilà, c'est la force du CrossFit, c'est qu'en fait ils ont su piocher toutes ces disciplines-là, les fusionner, les structurer, organiser, toute une communication, les fringues. Maintenant tu vois un gars qui se met au CrossFit, il va tout de suite s'acheter Starter Pack Rogue ou Starter Pack Reebok, par exemple. Et donc en fait ils ont su vraiment médiatiser le délire. Et d'un côté c'est un point positif parce que du coup là on se retrouve avec plein de personnes qui veulent faire de l'arraché et de l'épaulé jeté grâce au CrossFit. Après moi les crossfitters, moi je les trouve un peu, je sais pas, moi j'ai un peu du mal avec eux, dans leur manière de, tu vois, parce qu'en fait pour un crossfitter les mecs qui font de la muscu c'est des beaufs en fait. En fait ce qui se passe avec un crossfitter c'est que comme le gars il se retrouve à faire plein de sports différents,
il se sent supérieurement plus puissant qu'un gars qui fait que un sport, qui fait que de la muscu. Alors par qu'au exemple. final, pour moi, la muscu, c'est la base de tout, de la manière, parce que tu as énormément de manières de la travailler, mais c'est la base de tout. Après, le crossfit, ça tire des bases de la muscu. Enfin, l'haltéro, au final, c'est à la base la muscu. Pour moi, c'est un truc en général. Dedans, ça inclut le crossfit, l'haltéro, tout ce qui est pour la muscu, c'est pour se muscler. Donc tout ce qui inclut ces trucs-là, normalement, la base, c'est la musculation. Et puis après, pour moi, bon, crossfit, au bout d'un moment, je sais pas, peut-être dans 10 ans, c'est une mode, ça sera terminé, ce sera autre chose à la place. Donc, il faut savoir qu'en fait, en 1930. C'est là où a commencé le culturisme, etc. En fait, à la base, ça n'existait pas le culturisme. Ça s'appelait juste la force. Et en fait, dedans, tu avais des épreuves. Donc, tu avais de l'arraché, tu avais de l'épaulé, jeté, mais il faisait d'autres techniques. Tu avais du soulevé de terre, tu avais du squat, tu avais du développé militaire. En fait, en gros, c'était des épreuves de force avec des exercices polyarticulaires, ou même avec les haltères, ils faisaient des arrachés à un bras. Et à la fin de la compétition, ils montraient leur physique et ils faisaient du posing. Ah ouais, donc, et en fait, c'est de là où de là est venu le bodybuilding. En fait, ils se rendaient compte que les mecs, ils étaient forts et athlétiques et ils avaient un beau physique. Ils étaient beaux gosses, Et donc ensuite, ça s'est divisé. Il y a eu l'haltérophilie d'un côté, il y a eu la force athlétique de l'autre et le culturisme de l'autre. Voilà. Ok. Bah nickel. Bah non, on va vous laisser, on va aller bouffer un McDo. Non, je déconne. Non. je rigole. Bon allez les gars, ciao. Ciao, salut.